Bonjour et bienvenue dans cette conférence intitulée Quelle politique de partenariat entre établissements de l'ESR et collectivités pour la transition énergétique. Cette conférence s'insère dans un cadre plus général, celui d'un cycle qui a démarré ce matin, qui s'étale sur 3 jours, organisé par l'ANU et qui a pour thématique, pour fil rouge, le développement durable. Avant de céder la parole, pardon, je ne suis pas présenté, je suis Jean-Robert Petit, chargé du domaine pilotage à l'ANU. Avant de présenter nos intervenants et de leur céder la parole pour rentrer dans le vif du sujet, quelques informations, quelques courtes informations pratiques. La conférence donc dure 1 heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30, peut-être avec un petit glissement de 5 minutes pour les raisons pour le retard, au moment du démarrage de cette conférence, mais en tout cas, on va essayer de tenir les délais. Donc 17h30, 17h35, grand maximum, et des temps d'échange après les interventions. Je vous demande de couper vos micros pour éviter les bruits parasites, et je vais donc céder la parole à Hubert Briand, qui est responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments à la Banque des Territoires. Monsieur Briand, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, il faudrait aller sur le slide numéro 6, s'il vous plaît. Voilà. Oui, donc je travaille à la Banque des Territoires. J'ai eu l'occasion de travailler à la CPU. Je connais un peu le monde universitaire et j'ai occupé des partenariats avec les collectivités territoriales, notamment à l'époque. Donc, je connais un peu le sujet. C'est pourquoi François a gentiment proposé que j'intervienne. Donc, je travaille actuellement dans le département d'investissement sur la transition énergétique et plus particulièrement sur l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est ce dont je vais vous parler cet après-midi, rapidement un peu pour planter un peu le décor sur il y a plein de sujets qui permettent aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de collaborer, je dirais, localement, et notamment sur la transition énergétique. Il y a plein de volets. Ça peut être la sobriété, comme ça peut être la production d'énergie, comme ça peut être la mobilité, comme ça peut être les CAET, etc. Enfin, on pourra en parler après. En tout cas, sur la partie ça peut être l'économie circulaire, enfin bref, il y a plein de sujets qui touchent à l'écologie en général et à la transition énergétique en particulier. Un des sujets que je voulais évoquer aujourd'hui, parce qu'il se trouve qu'en plus, on a d'une certaine façon expérimenté à la Banque des Territoires quelques dispositifs de financement pour la rénovation énergétique des bâtiments publics avec les universités avant de les proposer aux collectivités. Donc, vous voyez que alors qu'en Allemagne, ils avaient fait un peu l'inverse, on est passé plutôt par la case universitaire. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup travaillé sur les schémas directeurs immobiliers, patrimoine, énergie des universités. Bref, toujours est-il que la rénovation énergétique des bâtiments, elle est à l'aune, elle est sur le bureau autant des collectivités que des universités. Enfin, quand je dis université, vous ne voyez pas ma liste, c'est bien sûr tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc je dirais ils sont confrontés au même sujet. Alors le contexte, vous l'avez sous les yeux, vous le voyez, donc c'est la stratégie bas carbone qui fixe l'objectif de neutralité carbone en 2050. Sachant que, comme vous le savez, le secteur du bâtiment en général est un émetteur très important de gaz à effet de serre. Pour planter le décor également, il faut voir que les masses sont gigantesques, sont très importantes. Le parc immobilier public est de 380 millions de mètres carrés.
alors, selon que l'on compte, hein, mais disons il y a à peu près 100 millions de mètres carrés d'État, dont 18 millions de mètres carrés universitaires, ou en tout cas d'enseignement supérieur, et à peu près, alors selon ce que l'on compte, entre 250 et 280 millions de mètres carrés pour les collectivités, dont la moitié de bâtiments éducatifs, hein, c'est-à-dire que lycée, collège, école. Donc si on rajoute, vous voyez, mettons à peu près 150 millions ou un peu plus de bâtiments éducatifs avant le supérieur, plus la vingtaine de millions de mètres carrés de l'enseignement supérieur, ça fait beaucoup de mètres carrés quand même. Et statistiquement, il y en a X% à rénover, et à rénover, si je puis dire, avec le fil rouge énergétique. Donc ça, c'est quand même un enjeu majeur. Et je dirais, les retours d'expérience communs peuvent être très fructueux entre, par exemple, les services techniques de collectivités, les services techniques d'université, hein, puisque les économes de flux qu'on avait proposés, qui sont animés par l'AMU, par exemple, dans l'enseignement supérieur, bon, il y en avait aussi dans les collectivités, mais ça s'est beaucoup développé. Donc, on pourrait très bien imaginer d'ailleurs qu'il y ait une communauté, enfin, qu'il y ait des rencontres entre les économes de flux, ou on les appelle les énergie managers, on les appelle les conseillers en énergie partagée dans les collectivités. Ça serait intéressant peut-être qu'ils se rencontrent, hein, peut-être se rencontrent-ils d'ailleurs localement. Mais en tout cas, ils ont gérer un patrimoine d'un département, d'une grande métropole ou autre, ou gérer le patrimoine d'une université, d'une métropole. Il n'y a pas grande différence. Au niveau technique, j'entends, même si l'environnement, bien sûr, est différent. Dans la slide suivante, il y a une chose qui, du coup, est beaucoup plus réglementaire, puisque, comme vous le savez, le décret tertiaire, qui s'appelle aujourd'hui le dispositif éco-énergie tertiaire, fixe maintenant de façon réglementaire les objectifs de performance pour 2030, 2040, 2050. Donc là, vous rajoutez 10, hein, c'est moins 40 en 2030, moins 50 en 2040, moins 60 en 2050, pour tous les bâtiments de plus de 1000 m². Donc, si vous voulez, pour les universités, les organismes de recherche, pour les écoles, etc., il y a quand même... L'autre jour, j'étais à une conférence, il y avait le directeur de l'immobilier de l'État qui disait, donc là, tout l'immobilier de l'État, donc y compris les préfectures, les ministères, tout, mais y compris les universités, il disait qu'à peu près les 2/3 des bâtiments d'État seraient soumis au décret tertiaire. Donc, si vous voulez, comment dirais-je, c'est pas tellement un problème de facture, mais je dirais le travail est vraiment devant nous. Il y a un énorme travail de mise à niveau du parc tertiaire public, y compris des collectivités, sachant que les collectivités ont peut-être plus de petits bâtiments, donc certains d'entre eux y échapperont, mais globalement, sachez que notamment pour les universités, je dirais l'obligation risque d'être assez forte, hein, et donc il est fondamental de s'enclencher, si ce n'est déjà fait, dans le processus de rénovation énergétique des bâtiments. Le plan de relance, on verra après, ayant déjà lancé les opérations, on pourrait dire, de façon concrète. Voilà. Et puis sinon, pour les bâtiments neufs, c'était juste un rappel, la nouvelle réglementation RE 2020, qu'on pourrait appeler maintenant la RE 2022, parce qu'elle a pris 2 ans de retard, mais elle devrait être applicable normalement l'année prochaine. Juste une petite incise pour les services techniques qui m'écoutent. Comme vous le savez sûrement, la déclaration obligatoire dans Opera, qui est la base de données de l'ADEME qui gère le dispositif du décret tertiaire. Donc la date a été différée, hein, de septembre 2021 à septembre 2022. Donc les années de référence ont été décalées d'1 an. Mais bon, en tout cas, il faut résolument se mettre en trajectoire décret tertiaire, hein, dans tous les travaux que l'on fera, que vous ferez, et que avec, je dirais, tout ce débat, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais avec soit une rénovation par étapes, soit une rénovation globale, en fonction des dotations. Dans le slide suivant,
Un autre élément de contexte, si vous voulez, l'argent, entre guillemets, alors pour les collectivités ne manquait pas. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet, il est de multiples ordres, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un problème technique, ce n'est pas uniquement un problème financier, ce n'est pas uniquement un problème juridique et ce n'est pas uniquement un problème sociologique. Mais ces quatre aspects sont très importants. On a fait un rapport sur la rénovation du patrimoine public en général. Donc, on avait découpé le rapport dans ces quatre items qui, de fait, leur déficience, si je puis dire, les problèmes liés à ces quatre items, donc financiers, juridiques, techniques et sociologiques, étaient aussi importants les uns que les autres. Je dirais presque que le sociologique était presque le plus important. Hein, l'idée, c'était vraiment comment convaincre un décideur public, qui soit président d'université, qui soit maire d'une grande ville ou d'une petite ville, comment le décider à résolument introduire le fil rouge énergétique dans la rénovation de son patrimoine, c'est-à-dire passer de la rénovation tout court à la rénovation énergétique, avec cette idée de ne pas financer des tranches d'investissement comme si la transition énergétique n'était pas un sujet, mais vraiment de prioriser ces rénovations et ces investissements sur les économies d'énergie. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, y compris avec les universités. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est moins dans le pourquoi. Hein, je pense que tout le monde est à peu près conscient que dans le comment, hein, avec tous les problèmes, notamment financiers que ça pose. Alors, le plan de relance a quand même apporté un peu de baume au cœur à tout le monde, si je puis dire, puisque avant, il y avait le grand plan d'investissement, mais comme je disais tout à l'heure, les freins étaient nombreux et nous, on a dépensé très peu d'argent. Vous voyez, on avait 2,5 milliards à la disposition des collectivités et des universités pour la partie prêt. En fait, on a dépensé 50 millions en 3 ans, donc ça ne matchait pas. Le plan de relance, par contre, la subvention, les dotations de l'État aux collectivités, elles, par contre, c'était des subventions, elles ont bien marché. Mais le plan de relance a vraiment donné un coup de boost, si vous voulez, dans ces opérations, avec 4 milliards, comme vous connaissez cet item, 1,3 milliard pour toute la partie collectivité, et autant, en fait, pour le SR. Donc, je sais que beaucoup d'universités travaillent actuellement d'arrache-pied pour pouvoir lancer les marchés, etc., puisqu'il y a une deadline importante à la fin de l'année. Mais en même temps, c'est bien parce que ça a permis de déclencher, au-delà des dossiers CPER, ça a permis quand même de bien déclencher les opérations de rénovation, même si ça reste limité, puisque, bon an, mal an, les universités stricto sensu n'ont eu que 700 millions à peu près. Il y en a eu pour le Crous, il y en a eu pour d'autres. Et donc, alors que l'addition est autour de 7 milliards normalement pour mettre à niveau le patrimoine universitaire. Donc, le chemin est encore long, il y a un CPR qui va arriver, mais je dirais il ne faut pas relâcher l'effort. Et en fait, la dernière slide, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, je suis à la fois bavard et j'aurai beaucoup de choses à vous dire, c'était d'essayer de voir avec vous comment un petit peu serrer le problème par rapport à la question posée par la conférence, hein, c'est-à-dire quelles sont les articulations possibles entre collectivités et établissements d'enseignement supérieur avec ce thème de la rénovation énergétique. En fait, il n'y a pas une réponse unique, hein, comme toujours. En particulier avec cette grande distinction, j'ai essayé de la faire comme ça pour essayer de me faire comprendre, mais si vous voulez, connaissant bien les campus, si vous voulez, il y a vraiment une différence entre les bâtiments qui se situent à l'intérieur d'un campus d'État, hein, qui sont à l'intérieur d'une agglomération, et le patrimoine qui sont disséminés à l'intérieur je dirais, du territoire d'une collectivité. Hein, sans parler des patrimoines de collectivités qui sont affectés aux universités, qui est encore un sujet, mais qui est encore un troisième sujet que je n'ai pas évoqué, mais qui est important quand même. Les anciennes écoles normales, par exemple, beaucoup de conseils départementaux ont encore la propriété de bâtiments des ESPE qui sont affectés donc, aux universités, mais il y a aussi pas mal de collectivités qui hébergent des bâtiments universitaires. Mais si on prend uniquement le patrimoine appartenant à l'État et ou aux universités, hein, si je prends le cas des universités qui ont eu la dévolution, je pense que
l'articulation est un petit peu différente, hein, puisque quand vous êtes sur un patrimoine, sur un campus État, vous êtes dans une sorte d'îlot, je dirais, qui est bien répertorié au PLU de façon bien spécifique. Hein, mais ça n'empêche pas que il y a plein de sujets à prendre en compte. Vous n'êtes pas dans un ghetto total avec une muraille, puisque vous avez des transports collectifs qui vont passer, vous avez des chauffages urbains qui peuvent être, je dirais, dans un sens ou dans un autre. Il y a certaines universités comme à Poitiers qui chauffent, par exemple, des bâtiments HLM à côté. Mais moi qui connais bien Bordeaux pour avoir fait mes études là-bas, si vous voulez, le fait que le tramway traverse, si je puis dire, le campus, a complètement bouleversé, si vous voulez, le positionnement hein, du campus par rapport à l'agglomération en termes de mobilité et surtout a réduit une grosse part de voitures hein, sur le campus, même s'il y a beaucoup de place pour mettre des voitures d'étudiants ou de profs, mais globalement, hein, c'est un sujet important. Et puis le PCAET, je crois que c'est important qu'il y ait une bonne coordination, hein, que les universitaires, enfin que les collectivités n'oublient pas de voir avec les universités comment elles s'insèrent dans le plan climat, énergie territorial, parce que c'est quand même ça qui conditionne, qui est un peu, je dirais, les guidelines, on pourrait dire, les grandes lignes hein, sur la transition énergétique du territoire. Quant au patrimoine ESR, donc propriété d'État ou de collectivité, situé et disséminé à l'intérieur d'une collectivité, donc là, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur la destination, bien sûr, des ouvrages, et puis surtout sur est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, est-ce que je peux en faire un tiers-lieu, je peux le valoriser par exemple, et qui l'utilise? Est-ce que c'est moi, université, parce que j'en suis propriétaire, entre guillemets, par l'intermédiaire de l'État, et donc, mais je me mets bien d'accord avec la collectivité pour en faire un lieu qui va être desservi comme ci, qui va permettre tel et tel, je dirais, pôle d'attractivité, par exemple, dans une ville. Et donc, maîtrise d'ouvrage et gestion, qui gère ce patrimoine? C'est important qu'il y ait une bonne coordination sur ces sujets, parce que souvent les collectivités disent oui, mais on paye nous le chauffage, etc. Donc les gros travaux, donc et notamment sur la rénovation énergétique, hein, qui assure les gros travaux hein, de GER, enfin de transformation, de rénovation importante. Voilà. Donc ça c'est un peu le cadre avec ces deux catégories. Et alors, est-ce qu'il faut, ça peut se faire soit entre services techniques, entre entités, mais on peut peut-être utiliser aussi des outils. Hein, ça existe. Il y a des SEM, des sociétés économiques, donc de collectivités, dont l'actionnariat est majoritairement collectivité, qui peuvent éventuellement faire des prestations pour le compte des universités. Il peut y avoir même des cas, bon, à Bordeaux, c'est un cas un peu à part. Hein, c'est à l'occasion du plan campus, il y a la création d'une société anonyme qui s'occupe du plan campus, mais qui a l'intérêt d'avoir dans son actionnariat, outre la Caisse des dépôts, mais surtout la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, la SAS SRIA travaille un petit peu pour ces collectivités. Et puis, il y a comme vous le savez peut-être, il y a ce projet hein, de faire rentrer les universités dans des SPL, les sociétés publiques locales, qui ont le gros avantage, contrairement au SEM, de ne pas être soumis aux appels d'offres et donc qui travaillent en ce qu'on appelle en régie, en in-house. Et donc, le fait que les universités puissent rentrer dans une SPL leur permettrait de travailler en direct, en régie directe, si je puis dire, comme les SPL le font avec les collectivités. Donc voilà quelques pistes de réflexion, hein, mais retenez cette idée que pour moi, la transition énergétique en général et la rénovation énergétique du patrimoine, de par l'imbrication de ces patrimoines, à mon avis, est un excellent moyen de collaboration entre collectivités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà, je n'en dis pas plus, sinon je risque de déborder. Merci. Pardon, merci, merci M. Briand. Est-ce que François s'est connecté finalement ou pas? François Rio n'est toujours pas avec nous, n'arrive pas à se connecter.
Alors, de deux choses l'une, ou bien on ouvre une première séquence de questions-réponses, où je passe la parole à François Plantard, qui est donc coordinateur du dispositif Agir Ensemble. Il est 17 heures, je propose qu'on avance et Oui, puis on passera la parole à nos collègues qui souhaitent poser des questions à l'issue des interventions. pas de problème. François? Entendu. Oui, oui, parfait. Effectivement, François Rio parvient pas à se connecter et il s'en excuse. Donc on va évoquer ensemble, en fait, ça fait partie des sujets que souhaitait évoquer François Rio, mais d'une manière peut-être un peu plus globale, de par son rôle de délégué général de l'Association des universitaires de France. Mais un des dispositifs, en tout cas, dans lequel est engagée l'Association des universitaires de France et d'ailleurs également la Banque des territoires, et le dispositif Agir Ensemble, que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent déjà ou ont entendu parler. C'est un dispositif en fait qui est une illustration de coopération locale en matière de transition énergétique, écologique, entre à la fois des collectivités, des établissements d'enseignement supérieur et des organismes, on va dire, en lien avec l'enseignement supérieur, du type Crous, par exemple. Donc c'est un dispositif qui s'organise donc autour d'un label. Donc ce dispositif en fait labellise des plans d'action. Donc concrètement, le dispositif invite collectivités, établissements d'enseignement supérieur, Crous et éventuellement d'ailleurs d'autres acteurs, qu'ils soient associatifs, que ce soit des entreprises privées ou d'autres administrations, à se mettre autour de la table, à définir un plan d'action correspondant à une charte. Donc charte qui fait état de plusieurs critères. Et si la charte est respectée, le label Agir Ensemble est donc attribué au plan d'action et à l'alliance locale pour justement, une fois que ce plan d'action est défini, le mettre en œuvre. Donc il y a un réseau qui s'est constitué, c'est un dispositif qui existe sous sa forme actuelle, je vais y revenir juste après, mais qui existe sous sa forme actuelle depuis 3 ans maintenant. Donc un réseau d'une vingtaine de territoires. Alors excusez-moi l'expression, c'est un raccourci un peu rapide qu'on fait, mais lorsqu'on parle par facilité d'alliance locale, on parle de territoire. Voilà, donc c'est une vingtaine de territoires. La carte est un peu petite, mais vous pouvez voir que effectivement on couvre différents territoires universitaires en France. Et dans le cadre de ce label, il y a à la fois des outils qui sont mis à disposition, notamment des guides méthodologiques, des fiches pratiques, pour justement mettre en place à la fois un plan d'action, des idées d'action, un accompagnement donc de la part du cabinet Latitude, que je représente également, puisque j'y suis consultant, et donc qui assure la maîtrise d'ouvrage de ce dispositif pour le compte donc du réseau partenarial que je vais vous présenter juste après. Et enfin une plateforme qui permet à la fois d'accéder à un annuaire des acteurs au niveau local, un espace pour poster des infos, des actualités, des documents qui pourraient être partagés. L'idée de ce réseau, c'est véritablement de former à un moment donné un réseau de partage d'expériences, un réseau de partage d'initiatives qui puisse être inspirante entre les territoires qui font partie du réseau ou en tout cas qui souhaiteraient rejoindre ce réseau et ce dispositif Agir Ensemble. Sur les acteurs qui coordonnent ce dispositif, donc il y a l'Association des universitaires de France, j'en ai parlé, en lien avec la conférence des grandes écoles et la CPU, l'ADEME également, et les Crous, comme vous le voyez, et avec 2 autres partenaires qui sont la MJN et la CASDEM, et la Banque des territoires. Ce réseau s'appuie également sur 2 acteurs techniques, qui sont le réseau CIRS et le RESES, et qui permettent notamment de faciliter les connexions au niveau local
entre les différents interlocuteurs au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est un format, je vous l'ai dit, qui a évolué, qui existe sous sa forme actuelle depuis 3 ans. Initialement, Agir ensemble en tant que tel, même si ça ne s'appelait pas exactement comme ça, c'était une opération qu'on appelle une opération one-shot, qui avait lieu une fois dans l'année et qui avait vocation à prendre la parole, à permettre en tout cas aux établissements, dans un premier temps, de prendre la parole sur le sujet du développement durable et de la transition écologique et énergétique. Dans le cadre de cette opération, il y a des contenus qui ont été de plus en plus personnalisés par les établissements et donc qui ont invité les partenaires locaux à se mettre autour de la table pour définir des contenus en commun. C'est de là qu'a émergé l'envie de certains territoires historiques qui participaient à ce dispositif d'aller un petit peu plus loin et d'avoir une action plus ambitieuse qui n'était pas un one-shot sur une semaine ou 2 semaines dans l'année, mais véritablement avec des actions qui peuvent être définies et mises en place tout au long de l'année. Donc il y a 3 ans, donc le nouveau format Agir ensemble a été créé. Il remplit donc ça c'était la petite musique, là c'est bon. Donc il remplit en fait 5 objectifs. Créer et consolider des alliances locales pérennes et élargies autour du développement durable, vous l'avez compris. Permettre le développement d'actions et de projets partagés entre acteurs locaux ayant un impact en matière de changement de comportement sous un format mobilisateur, c'est-à-dire qu'il s'agit de mobiliser largement les usagers pour amplifier l'impact des politiques de développement durable des établissements et plus largement des établissements qui sont dans la coalition, dans l'alliance locale, donner une impulsion à l'action des acteurs locaux via effectivement le partage d'expérience. Pardon François, oui. Pardon François, serait-il possible de mettre en panorama oui, bien sûr. La présentation parce on la voit mal. Hop là. Est-ce que là vous la voyez mieux? Oui, c'est mieux. Parfait. Donc effectivement, donner une impulsion à l'action des acteurs locaux via le partage d'expériences entre les différentes alliances locales, un accompagnement annuel des territoires dans la construction et la mise en œuvre d'actions nouvelles en proposant un soutien et des outils spécifiques. Donc en ce sens, en fait, chaque année, il y a des accompagnements qui sont repensés pour s'adapter au mieux et à chaque territoire en fonction des besoins, que ce soit de l'accompagnement de projets assez global sur certains territoires à finalement quelque chose de beaucoup plus fin sur d'autres, l'appui sur la mise en place d'une action particulière comme la création d'un nudge ou la mise en place d'une action sur la mobilité, par exemple. Et enfin, il s'agit de valoriser les actions locales co-construites et les pratiques innovantes en matière de mobilisation des usagers. Le but véritablement d'Agir ensemble, c'est de mettre collectivités, établissements d'enseignement supérieur et écosystème en fait, de l'enseignement supérieur autour de la table sur un sujet qui touche à la fois les entreprises, les usagers, qui nous touche à tous en fait, pour déjà échanger sur ce qui est fait à l'heure actuelle et sur ce qui pourrait être fait ensemble de manière à amplifier l'impact au niveau local des actions qui peuvent être menées, notamment en partant de la mobilisation des usagers. Donc les thématiques Agir ensemble en 2021, très rapidement, vous les voyez, il y en avait une dizaine, avec une thématique assez générale sur le climat, mais ça pouvait toucher à la fois la mobilité, la biodiversité, la gestion des déchets ou encore l'alimentation. Sur des exemples concrets, dans le cadre d'Agir ensemble et sur des projets coopératifs qui ont pu être menés ou qui sont à l'œuvre actuellement, on a sélectionné 4. La création d'un lab citoyen donc à Nantes, sur le campus du Tertre. Le principe, c'est de créer en fait un incubateur de projet, un lieu de ressources, de manière à pouvoir partager des compétences, des savoir-faire et accompagner des projets, que ce soit des projets étudiants ou des projets d'enseignants-chercheurs, de personnel administratifs et techniques d'établissement, voire des associations ou des riverains
L'idée étant d'ouvrir ce lieu pour en faire un vrai lieu de partage d'idées, un lieu du faire et du passage à l'action au service des usagers du campus et des riverains du campus. Donc ça, c'est un projet qui a mûri dans le cadre d'Agir Ensemble avec donc les partenaires de l'Alliance locale nantaise que vous voyez au tout début de la slide et qui donc verra le jour d'ici la fin de l'année avec l'ouverture du Lab Citoyen. Autre exemple, la création d'une ressourcerie à Grenoble, donc là aussi avec une alliance grenobloise assez large, composée à la fois d'établissements d'enseignement supérieur, de collectivités comme vous pouvez le voir, et du Crous. Là aussi, on est sur un lieu, alors c'est un lieu différent, on n'est pas forcément sur un incubateur, mais en tout cas, c'est de créer un lieu ouvert, créer une ressourcerie qui est ouverte à tous les étudiants, personnels et enseignants de l'université, de l'université et des établissements associés, avec cette idée, donc, dans l'esprit d'une ressourcerie, à la fois de recycler des dons matériels, d'apprendre à réparer, de sensibiliser et communiquer, en fait, à la fois d'avoir un lieu qui permette de récupérer, réparer, mais aussi de créer tout simplement du lien social. Et donc, c'est un projet qui est porté par l'ensemble des acteurs de l'Alliance locale. À Bordeaux, il s'agit de créer un refuge LPO, donc sur le campus de Talence-Pessac-Gradignan, avec cette idée donc de préserver et valoriser la biodiversité sur le domaine universitaire. C'est le refuge LPO, il y en a un qui a été créé, si je ne me trompe pas, sur la ville de Pessac. Donc il s'agit maintenant d'en créer un autre, mais cette fois-ci sur le domaine universitaire, de manière une fois de plus à faire de ce domaine universitaire, une partie de ce domaine universitaire, un refuge LPO permettant à la fois donc d'améliorer la gestion de la biodiversité des espaces verts, et puis d'agir en faveur de la préservation et de la connaissance de la biodiversité. Et enfin, un dernier exemple d'une coopération dans le cadre d'Agir Ensemble, d'une coopération d'acteurs, c'est l'organisation d'un hackathon zéro déchet. Alors là, on est plutôt sur l'idée de trouver des solutions, plus que véritablement une action concrète. En tout cas, ce hackathon doit déboucher sur des actions concrètes. Et donc là, c'est un travail avec les étudiants des différents campus pour imaginer et maqueter avec eux des solutions innovantes, faire émerger de nouvelles idées et mieux les sensibiliser pour que les comportements, notamment dans les résidences universitaires, évoluent. Ce qu'il faut retenir de ce dispositif, c'est finalement que aujourd'hui, Agir Ensemble, ça constitue une opportunité, c'est un prétexte aussi pour se mettre autour de la table, parler de développement durable et avoir un effet de levier pour aller plus loin dans la coopération des politiques de transition écologique et énergétique. C'est aussi de créer du réseau, de créer du lien entre ces acteurs qui, dans un premier temps, vont s'inviter sur une action mobilisatrice des usagers, mais demain vont peut-être s'engager sur une action qui va moins tenir de l'événementiel, plutôt du stratégique ou d'une action bâtimentaire par exemple, avec justement une volonté d'avoir une action plus ambitieuse et d'aller au-delà de ce qui avait pu être le cas lors d'une première action dans le cadre d'Agir Ensemble. Voilà, mais en tout cas, la mobilisation concertée, c'est déjà une première étape qui n'est pas toujours évidente, pas toujours facile, mais en tout cas qui est, on le voit au sein des différentes alliances locales, qui est quand même indispensable pour que les parties prenantes apprennent à se connaître et comprennent ce que font les uns et les autres en matière de développement durable, apprennent aussi à se connaître avant de pouvoir agir ensemble. Merci François. Merci pour donc ces deux interventions. Maintenant, la parole est à vous. Vous pouvez donc poser des questions, nous faire part de votre expérience. Vous pouvez le faire en prenant la parole tout simplement. Si vous le
si vous préférez, vous pouvez aussi poser la question dans le chat et je la relayerai. Peut-être projeter la slide numéro 4 que François aurait dû présenter, qui présente un peu quelques exemples assez divers d'axes de coopération. Voilà. Donc effectivement, par rapport aux exemples de coopération qui étaient prévus, que François Rio avait prévu de vous présenter au titre de son rôle de délégué général de la VUF. Moi, je vous n'en ai présenté qu'une seule, qui est la mobilisation concertée des usagers via Agir Ensemble. Pardon. Mais effectivement, d'autres étaient prévus et j'espère que dans le cadre peut-être de notre contexte ou dans le cadre peut-être en cadre écrit, François Rio aura l'occasion de pouvoir vous présenter ces différents exemples. Des questions, des réactions? Oui, bonjour, Christine Gruffas, Université de Toulon. Je me demandais s'il y avait un lien avec les campus démonstrateurs, enfin l'AMI sur démonstrateurs ville durable et s'il y avait des universités qui étaient rentrées dans cette AMI. Alors, c'est une question qui s'adresse qui s'adresse au-delà d'Agir Ensemble, qui s'adresse à tout le monde, j'ai l'impression. Non, c'est pas forcément une démarche qui est concertée avec cette AMI. Mais par contre, peut-être que d'autres établissements, d'autres représentants d'établissements qui sont là aujourd'hui sont rentrés dans ce cadre-là. Est-ce que les établissements sont dans cette démarche et voudraient prendre la parole? Alors, dans le chat, un collègue me demande d'afficher la diapo numéro 6. C'est bien celle qui est affichée, François? Oui, c'est bien celle. C'est la numéro 6. Hein. Pardon, non, c'est celle-ci, la numéro 6. Je ne sais pas si Celle présentée par Hubert Briand. Je parlais de la 5. La 5, d'accord. Donc la 5, effectivement, elle n'a pas pu être présentée. Il faudrait l'agrandir. Ouais, il faudrait l'agrandir, le mettre en mode panorama. Hop là. Est-ce que Monsieur Vellucci, Jacques Vellucci, vous voulez commenter ou poser une question au sujet de cette diapositive?
pas d'autres prises de parole. Est-ce que François, Hubert, vous avez quelque chose à ajouter, puisque nous avons quelques minutes, vous avez quelques minutes supplémentaires? Non, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir quelques expériences d'universités qui travaillent sur ces sujets avec des collectivités, évoquer les difficultés rencontrées, ou parce qu'en fait, si vous voulez, l'aspect organisationnel est très important. Si vous voulez, vous avez, que ce soit dans les universités ou dans les collectivités, c'est pas forcément évident de trouver le bon interlocuteur. Et les organisations sont faites de façon très, très particulière. Par exemple, dans les régions, ceux qui s'occupent des lycées, ils ne s'occupent pas forcément des contenus. Et donc du coup, voilà, vous avez une séparation. La direction des lycées, ben, ce n'est pas elle forcément qui s'occupe des bâtiments, par exemple. Et dans les universités, c'est un peu pareil. Vous avez des chargés de développement durable. Ils peuvent être attachés au cabinet du président, ils peuvent être attachés à un vice-président, ils peuvent être dans les services. Et donc, souvent, ce qu'on nous dit, c'est que avant de faire matcher tout le monde, enfin les mêmes interlocuteurs, voilà, c'est toujours pas forcément simple. Bon, c'est la vie, il faut le gérer, mais je sais que nous, c'est un peu pareil. Vous pouvez parler à un DGA de collectivité qui n'est pas forcément en charge de ces sujets. Bon, je pense que quand même, ce qu'on peut dire, c'est que ce que je disais tout à l'heure, on est moins dans le pourquoi que dans le comment. Donc, il y a plein de sujets Chacun a fait un peu son plan développement durable, que ce soit au niveau de la collectivité, ça ne s'appelle pas comme ça, mais le PCAET avec notamment sur le plan d'intercommunalité, et puis les universités qui ont également ce genre de planification, entre guillemets, ou de cette feuille de route. Je pense que ça serait intéressant d'avoir plus haut niveau, si je puis dire, enfin, je ne sais pas comment s'organiser, mais si vous voulez, une rencontre entre métropole, par exemple, et l'université, pour faire un peu le point par point, parce qu'il y a plein de sujets différents. Entre les pistes cyclables et l'économie circulaire, c'est deux sujets très différents et ce n'est pas du tout les mêmes vice-présidents ou services qui s'en occupent. Enfin, voilà, je prends ces deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Et donc, il y a une chose, par exemple, qui m'a toujours frappé et qui concerne même l'interne universitaire. Souvent, les bâtiments les passoires thermiques les pires, c'est souvent des bâtiments où il y a des services universitaires qui sont très compétents en la matière. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en charge des bâtiments. L'exemple de l'INP Grenoble là, qui est à l'écran est assez intéressant. Je pense que les universités pourraient vraiment mettre au service des collectivités leurs compétences techniques, en tout cas pour celles qui sont scientifiques, au service des collectivités sur des projets et que les collectivités, certaines collectivités, si ça se trouve, paient des consultants externes pour faire ça. Donc je pense qu'il y a une compétence très forte dans les universités sur certains sujets, y compris liés à la transition énergétique. Et voilà. Et à l'inverse, peut-être les collectivités pourraient donner aux universités un certain nombre de pistes, de portes d'entrée dans les collectivités, à l'État, à la région, etc., pour peut-être développer des projets en commun qui serviraient en fait aux deux. Donc je pense que il faut vraiment franchir le pas parce que souvent, c'est par méconnaissance que peut-être chacun fait un peu de la transition énergétique dans son coin, alors que peut-être ils pourraient le faire ensemble. Si je pouvais résumer ça comme ça. Et comme le disait mon collègue, ça peut être des petites choses. Vous voyez, ça peut se faire par marche d'escalier.
successives. On n'est pas obligé non plus de tout faire tout ensemble, bien sûr. Hein, et ça peut passer comme agir ensemble, c'est très bien, puisque vraiment c'est très humain, si je puis dire. On commence par se connaître avant de faire des choses. Donc c'est très intéressant. Mais après, il faut passer un peu à la vitesse supérieure, hein, et sur des projets qui peuvent être très importants. Hein, ce qui était cité là dans la slide numéro 4, et quand même, il y a des choses qui sont Cotten de Nancy ou ce genre de choses, c'est quand même assez important. Donc voilà, moi je suis un grand partisan et défenseur, ou comment dirais-je, promoteur de cette collaboration entre les universités et les collectivités, parce que je suis toujours amusé à dire que la légitimité démocratique percutait la légitimité académique. Et je pense qu'au-delà de cette frontière-là, je pense qu'il y a un vrai savoir-faire de chaque côté qui pourrait être mis en commun. Et curieusement, la transition énergétique peut être un excellent moyen de rencontre. Il reste 4 minutes. Est-ce que je vais juste veut prendre la parole? De prendre la parole. Nathalie Timorès, chargée de domaine patrimoine immobilier et développement durable à l'AMU. Je partage complètement ce qui a été dit sur le partenariat à mener, à développer entre les établissements d'enseignement supérieur et les collectivités locales. Et il me semble que, alors peut-être que les collègues ne sont pas présents dans la salle, mais beaucoup d'initiatives ont été menées. Elles se font généralement autour d'un projet. En fait, c'est un projet qui draine, si je puis dire, les acteurs vers une rencontre fructueuse qui permet à ce projet d'aboutir à des réalisations. Donc en fait, voilà, c'était aussi pour rendre hommage à l'ensemble des collègues qui œuvrent dans ce champ, au partenariat établissement-collectivité locale, notamment dans le domaine de la transition énergétique et sociétale. Et il me semble qu'il y a une multitude d'actions. Alors peut-être qu'elles ne sont pas visibles. À nous de travailler à leur visibilité et à leur lisibilité, mais c'est d'ailleurs probablement un des thèmes que l'on aura à développer. Hein. Mais pour animer la communauté des économes de flux, c'est un vrai souhait également de leur part, hein, au sein de l'ESR, de valoriser les partenariats qu'ils développent avec les collectivités territoriales, en fait. Voilà. Sur l'approche plus relative à l'accompagnement des usagers et des changements de comportement, pour être assez large dans une approche sociologique. Il y a également des partenariats qui se nouent, notamment dans des rencontres de communautés métiers, en fait. Alors effectivement, vous avez raison, ce sont des partenariats assez longs à conduire, mais on ne part pas de rien. Voilà. Donc, je terminerai simplement en disant que c'est peut-être à nous aussi de valoriser ce qui est fait pour que ça ait un effet levier sur d'autres acteurs sur le terrain. Une dernière prise de parole avant de nous quitter. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres réactions. Eh bien, écoutez, je remercie nos deux intervenants et nous mettons donc fin à cette conférence. Et je vous rappelle donc que le cycle continue. Il se déroule donc encore sur 2 jours, demain et par conséquent jeudi jusqu'à jeudi après-midi. Vous avez donc un certain nombre de conférences, au total près d'une vingtaine, je crois. Il doit en rester à peu près 14 ou 15 sur donc les deux journées qui viennent. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.